Pour parler effectivement conjoncture des finances locales, les principaux enseignements que nous tirons à la Banque Postale, à la Direction des études et de la recherche de l'année 2025 en cours, quelques éléments cartographiques. Ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime bien travailler aussi sur des cartes et donc j'aurai l'occasion de m'en servir brièvement comme illustration. Et puis on abordera aussi, si vous le souhaitez, quelques éléments d'information qu'on peut avoir sur 2026. Sachant qu'évidemment, c'est pour l'instant encore une année pleine d'incertitudes, à la fois l'incertitude évidemment du calendrier, puisque bien malin qui pourrait dire quel sera le résultat des élections des 15 et 22 mars. Quant à l'heure de vérité, j'y reviendrai en conclusion, puisque en réalité, elle est face à nous en termes de reconstruction de ce que nous appelons le modèle de financement des collectivités locales, et elle appelle vraisemblablement à travailler au fond un certain nombre de chantiers qui sont en suspens depuis trop longtemps. Alors, voyez le contexte général dans lequel nous nous trouvons. Je pense que tout le monde voit que je suis passé à la page d'après, ou alors il faut peut-être que je me mette en... Oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Non, c'est bon, très bien. Ah bon, et là, vous voyez toujours? Oui, parfait. Bon, très bien. Donc trois éléments particuliers sur le contexte général. Donc une fin de mandat un peu classique d'un certain point de vue, notamment on va le voir sur la fin des opérations d'investissement, en tout cas de tous les grands projets d'investissement que vous aviez entamés depuis 2020, mais avec quelque chose qui est moins caractéristique des fins de mandat ou en tout cas des cycles classiques, c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseau, c'est-à-dire, vous le savez, le contexte dans lequel les dépenses de fonctionnement évoluent plus vite que les recettes de fonctionnement, ce qui évidemment aboutit à une tension sur l'autofinancement dont je reparlerai. Ça s'inscrit dans une dégradation prononcée des finances locales, je l'ai évoqué, à la fois parce que la fiscalité que vous connaissez en 2025 n'a plus rien à voir avec celle que vous connaissiez encore en 2019. À l'époque, il y avait encore la taxe d'habitation sur les résidences principales, même si sa disparition était annoncée progressivement. Et puis, vos EPCI avaient encore de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'ils ont perdue. Et dans la relation financière que vous avez entre communes et EPCI, évidemment, ça change la nature des choses. J'ajouterais sur le plan départemental que les départements ont quant à eux perdu, en tout cas avaient perdu avant cette année, leur seul levier fiscal effectif, qui était le foncier bâti, et même s'ils ont retrouvé un petit peu de marge de manœuvre sur les frais de notaire, et on le verra avec un effet quantitatif assez important, évidemment, ça n'est pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux, et notamment de la couverture de la dépense sociale. Et puis, deuxième élément particulier, c'est que tout ça s'inscrit dans un cadre où la transition écologique est un impératif, où les montants d'investissement évalués, vous le savez, à 12 milliards, voire plus supplémentaires par an pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, impliquent évidemment des choix qui peuvent être des choix difficiles. Et c'est d'autant plus difficile que ces choix, vous les faites dans un contexte où on a, je le disais, une multitude d'incertitudes sur l'actualité économique qui joue positivement ou négativement, j'en reparlerai dans un instant, mais aussi évidemment sur l'actualité politique, puisque aujourd'hui, un Parlement sans majorité stable, c'est un Parlement où l'aboutissement du processus normal d'une loi de finances n'est pas garanti, ce qui évidemment complique la donne. Alors, on peut faire preuve d'un léger optimisme en se disant que de toute façon, les 3 premiers mois de 2026 sont des mois de fin de mandat aussi. Et donc, quelque part, les budgets locaux courront un petit peu, si vous voulez, sur leur aire. Mais ce qui compte, c'est en revanche d'entamer les mandats qui vont s'ouvrir avec une vraie visibilité pluriannuelle. Et ceci n'est aujourd'hui absolument pas garanti. Alors, si je passe donc au premier élément significatif, si vous voulez, c'est le ralentissement des dépenses de fonctionnement, constaté très clairement après le pic qui avait été celui de 2023, mais qui faisait suite à une montée en charge progressive depuis la fin de la Covid, pour des raisons de rattrapage de la dépense en 2021, pour des raisons liées à l'augmentation des prix déjà très forte en 2022 et qui s'est accélérée en 2023, en intégrant par ailleurs les mesures portant sur la masse salariale que vous avez eu évidemment à assimiler dans vos budgets.
Ce qui se passe depuis 2 ans, vous le voyez, c'est une baisse des dépenses, du rythme de croissance des dépenses de fonctionnement, qui retrouvent leur niveau de début de mandat, si je puis dire, mais qui ne retrouvent pas, en revanche, le niveau de pilotage qui avait été celui du mandat précédent, ce qui peut être évidemment une préoccupation par rapport aux ambitions de l'État sur une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement. Vous savez que dans la loi de programmation qui avait été votée il y a 2 ans, il y a toujours l'idée que les dépenses de fonctionnement des collectivités locales pourraient baisser en volume, évidemment à 2,5% d'augmentation en 2025. On n'y est pas du tout. Et on n'y est pas du tout avec des situations un peu différentes, puisque vous voyez que selon nous, c'est dans le bloc communal, effectivement, que l'augmentation aura peut-être été la plus rapide, relativement plus rapide, pour des raisons qui tiennent essentiellement, là aussi, au poids de la masse salariale, puisque d'une part, évidemment, les salaires constituent une partie fort importante de vos dépenses de fonctionnement, et qu'en outre, vous avez encaissé en 2025 le premier choc de la remontée du taux des contributions patronales à la CNRACL. Vous voyez que c'est un peu moins le cas dans les autres collectivités. Les départements ont des dépenses de fonctionnement qui évoluent moins vite que les années précédentes. Il semble notamment que les dépenses d'aide sociale connaissent aujourd'hui une forme de ralentissement relatif de leur croissance. Et puis les régions, elles, qui sont contraintes en fait par les règles d'équilibre budgétaire, eh bien, ont dû faire des arbitrages qui sont parfois des arbitrages douloureux, notamment dans un certain nombre de politiques publiques telles que la culture, le sport, la jeunesse, et voire même, ce qui peut sembler paradoxal, l'action économique. Alors, quelques éléments complémentaires qui illustrent ce que je viens de dire. Vous voyez sur la gauche l'évolution de quelques prix significatifs pour les collectivités territoriales. Les deux courbes qui sont le plus haut sont les courbes relatives à l'énergie. Et puis en dessous, vous voyez que c'est quasiment plafonné en fait depuis bientôt 2 ans, les courbes de l'indice du bâtiment, des travaux publics, de l'alimentaire. Et c'est vrai que ce ralentissement en fait des prix, on estime aujourd'hui l'inflation moyenne en 2025 à hauteur de 0,7 ou 0,8% peut-être. En tout cas, il est très possible qu'elle termine en dessous de 1. Évidemment, c'est un élément qui aura été favorable. L'autre élément qui explique un petit peu cette diminution du rythme de croissance des dépenses de fonctionnement, vous le voyez, c'est l'observation qu'on a faite sur ce qu'on appelle les dépenses de transfert. Donc, dépenses de transfert qui intègrent, et c'est toute la partie grise de l'histogramme, l'essentiel des dépenses sociales, mais qui intègrent aussi, et ça vous concerne davantage, tout ce qui est subvention versée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les communes, en tout cas dans celles que nous avons pu observer, on a une quasi-stabilité des enveloppes de subvention, mais que c'est en revanche dans les départements et dans les régions que l'effort a porté en partie, pour des raisons là encore d'équilibre, sur cette nature de dépenses. Le graphique suivant va me permettre d'aborder à la fois la situation donc, des communes de Pyrénées-Atlantiques. Alors vous voyez sur un point particulier qui est la contrainte des dépenses de personnel. Évidemment, vous avez une répartition qui est assez classique entre l'urbain et le rural, si je puis dire, puisque plus la couleur est sombre et foncée, plus le poids des dépenses de personnel rapporté au total des dépenses réelles de fonctionnement est important. On sait évidemment que dans les communes de moindre taille, le poids du personnel est relativement plus faible pour des tas de raisons, y compris des raisons de logique de gestion ou éventuellement aussi des logiques de prise en charge d'une partie des services de proximité par les structures intercommunales. Mais cette carte illustre, si vous voulez, le risque auxquels sont exposées aujourd'hui les collectivités locales. La rigidité des dépenses de personnel, c'est la difficulté à réagir par rapport à des mesures qui sont des mesures externes, comme évidemment l'augmentation de la CNRACL. Si je prends maintenant la deuxième composante des budgets de fonctionnement, qui sont les recettes, vous les voyez cette fois illustrées en bleu, ce sont les histogrammes bleus, vous voyez le rythme de décélération un peu anticipé d'ailleurs par rapport au rythme de décélération des dépenses.
D'où d'ailleurs le très très important effet de ciseau, vous le voyez sur l'année 2023, hein, où l'écart entre la croissance des dépenses et la croissance des recettes était extrêmement important, de plus de 2 points. C'est la première année de chute en fait de l'autofinancement local. Les choses se calment, les ciseaux se resserrent, si je puis dire, mais ils demeurent. 0,3 points, on estime l'augmentation des recettes à environ 2 points, là aussi avec de grandes disparités. Une légère augmentation dans le bloc communal pour des raisons qui tiennent à la revalorisation forfaitaire des bases foncières, puisqu'elle a encore été de 1,7%. Évidemment aussi aux 150 millions de DGF supplémentaires, même si ils ont été trouvés par ailleurs sur les dotations d'investissement de l'État. Et c'est un peu ce qui a protégé, d'une certaine façon, le bloc communal. Contrairement à ce qui s'est passé pour les régions, qui, elles, n'ont, si je puis dire, que leurs yeux pour pleurer en 2025, puisque les régions, c'est le gel des fractions de TVA et c'est une quasi-stabilité de la taxe sur les carburants, dans un contexte où, en revanche, vous l'avez vu, les dépenses des régions continuent quand même à augmenter, puisque, notamment sur des questions comme celle de la mobilité, eh bien, les engagements des régions vis-à-vis des opérateurs ferroviaires ou des transporteurs sont évidemment des engagements pluriannuels contraignants. La meilleure surprise, mais c'est vrai que c'est une surprise, porte sur les départements. On sait que les départements avaient tous voté des budgets extrêmement pessimistes en début d'année. La bonne nouvelle, c'est la reprise beaucoup plus rapide que prévu des droits de mutation à titre onéreux. On s'attendait à la direction des études chez nous en début d'année à une croissance de l'ordre de 6 à 7%, liée à la fois à la stabilisation des prix et puis au retour d'une forme relative de pouvoir d'achat chez les acheteurs. On a une croissance fin juillet qui est de 20%, donc c'est bien plus que ce qu'on pensait. On estime qu'en fin d'année, on devrait être aux alentours de 14 ou 15, parce qu'il est vraisemblable qu'un certain nombre de transactions ont été anticipées par les acheteurs dans la perspective de l'augmentation de taux qu'ont voté 4 départements sur 5. Ce qui veut dire d'ailleurs que si la situation départementale sera sans doute fin 2025 meilleure qu'on ne pouvait le craindre, c'est sur 2026 peut-être que se reportera la difficulté, parce qu'évidemment, quand on achète une maison plus tôt que prévu, on n'a pas nécessairement la nécessité de la racheter l'année suivante. Donc, sur les départements, on continue à considérer, si vous voulez, qu'il y a un vrai sujet global de financement de l'action départementale qui nécessite effectivement d'être mis sur la table et de trouver des solutions à relativement court terme. Alors, vous voyez sur le graphique suivant, la très grande dépendance, en fait, corrélation, si je puis dire, entre en vert l'augmentation et donc le volume des droits de mutation, en vert clair, et puis en bleu, le niveau de l'épargne brute, donc de l'autofinancement des départements. Vous avez les courbes qui sont les courbes d'évolution, qui sont elles aussi quasiment parallèles. C'est dire qu'aujourd'hui, l'équilibre financier des départements, c'est essentiellement les frais de notaire. Or, on sait que les frais de notaire n'ont rien à voir avec le cycle ou l'évolution des dépenses sociales, et même parfois c'est plutôt le contraire, puisque notamment le RSA dépend de la situation économique, et que si la situation économique se dégrade, elle dégrade à ce moment-là non seulement les dépenses de RSA, mais aussi les recettes de transactions. Donc, le sujet départemental reste un vrai sujet. Je pense que sur 2026, ça sera un sujet pour l'action départementale directe. Pour les années à venir, ça sera aussi, je crois qu'il ne faut pas se le cacher, un sujet de discussion entre les départements et leurs communes pour savoir comment évolueraient éventuellement les dispositifs de financement sur lesquels beaucoup de communes, et notamment dans le monde rural, comptent depuis des temps très anciens, en particulier bien sûr depuis la décentralisation. Alors, vous voyez deux éléments complémentaires relatifs aux recettes dans les communes. D'abord, ce que j'appelle la dépendance à la fiscalité. Et vous avez sur cette carte, là encore, plus les couleurs sont foncées, plus le poids relatif des impôts dans les recettes réelles de fonctionnement est important. Alors, c'est à la fois un élément positif dans la mesure où c'est un élément de levier sur lequel on peut construire des stratégies.
C'est évidemment aussi un élément négatif, à la fois en termes évidemment de relations avec les contribuables du territoire, mais aussi éventuellement en termes d'exposition à des réformes, puisque bien évidemment, si je vous avais montré la carte de la taxe d'habitation en 2017, eh bien, on aurait vu immédiatement quelles étaient les communes potentiellement les plus concernées par le dispositif qui a été adopté lors de sa suppression. Le deuxième élément de dépendance qui nous intéresse, c'est la dépendance aux dotations. Alors, vous voyez sur ces cartes à la fois le montant des dotations sur la carte de gauche en 2025 de la DGF et sur la carte de droite l'évolution des dotations d'une année sur l'autre. Commune en vert où la DGF a légèrement augmenté et commune en orange-rose où elle a légèrement baissé puisqu'on est dans un système d'alimentation en partie horizontale de la DGF. Vous savez que pour assurer la péréquation, on prélève sur une partie des communes une part de leur dotation forfaitaire. Donc ça, c'est un premier constat, qui je dirais un constat un petit peu géographique, une photographie géographique au moment où nous parlons, mais un élément sur lequel les équipes qui vont être élues l'année prochaine vont devoir se pencher particulièrement, en fait, c'est la modification de structure des indicateurs, de l'indicateur potentiel financier d'une part et de l'indicateur effort fiscal d'autre part. Et ce que vous voyez sur ces deux cartes des Pyrénées-Atlantiques, c'est que en rose et rouge sont les communes dont les indicateurs vont j'allais dire, alors ça dépend évidemment du sens dans lequel on le dit, vont devenir moins favorables en termes d'attribution des dotations. Ça veut dire que sur la gauche, toutes les communes qui vont voir artificiellement, je le répète, c'est une forme de calcul mécanique, leur potentiel financier augmenté vont être vues comme plus riches, alors que leur richesse n'aura évidemment pas bougé d'un iota, et donc seront relativement pénalisées par les systèmes de péréquation. Il y a une petite partie du nord des Pyrénées-Atlantiques qui est un petit peu à l'abri de ce phénomène. Et puis sur la carte de droite, on a fait le même calcul avec l'effort fiscal. Et vous voyez qu'en rouge, ce sont les communes dont l'effort fiscal sera vu comme moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Or, l'effort fiscal est un élément qui sert de calcul pour l'attribution d'une part de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine, du FPIC, j'en passe et des meilleurs. Et ceci, je le répète, tient tout simplement à une logique de calcul votée en 2022 et qui s'applique, j'allais dire, inexorablement aux situations d'aujourd'hui, ce qui ne vous empêche évidemment pas, dans chacune de vos communes, d'avoir par ailleurs des évolutions de base qui vous sont propres et qui, elles, auraient naturellement été prises en compte. Donc, il faut avoir ça en tête parce que ce mouvement progressif de modification des indicateurs a été entamé en 2023, mais d'une façon relativement lente, alors que le mouvement va s'accélérer au cours des années 2026 à 2028. Et en 2028, eh bien, on prendra la réalité du nouveau calcul telle qu'elle est traduite dans ces deux cartes. Donc, je pense que c'est un élément important, notamment si vous êtes, vous l'avez vu, plus dépendant à la DGF que d'autres communes. Il faudra faire attention à ça quand vous construirez vos stratégies pour le mandat. Alors, ça nous amène à un autofinancement qui, au lieu de se dégrader encore une fois, comme c'était le cas depuis 2023, serait à peu près stabilisé, avec une relativement forte augmentation dans les départements. Mais je vous ai indiqué que cette augmentation était quand même très, très conjoncturelle et qu'on a du mal à imaginer qu'elle se reproduise en 2026, avec une stabilisation à peu près dans le bloc communal. Vous le voyez, une très, très légère variation qui est dans la marge d'erreur de nos prévisions. On pourrait très bien se retrouver en fait avec une légère dégradation de l'autofinancement. Et puis, c'est la courbe rouge pleine que vous avez sur le graphique. Et en revanche, dans les régions, eh bien, pour la troisième année consécutive, une nouvelle baisse de l'épargne brute, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont le poids des charges courantes, de l'ensemble des dépenses courantes, au regard d'une fiscalité et d'un système de dotation qui sont aujourd'hui peu performants. La courbe en pointillé qui est un peu plus bas, c'est celle de l'épargne nette, donc après remboursement d'emprunt. Vous voyez qu'elle est quasiment parallèle à la courbe de l'épargne brute,
Ce qui peut paraître un peu surprenant quand on sait que l'encours de dette des collectivités locales augmente de façon un petit peu plus rapide depuis 2 ans. Mais ça tient sans doute au fait que les prêts qui sont contractés aujourd'hui sont en moyenne un petit peu plus longs qu'ils ne l'étaient dans les années précédentes. Et quand les prêts sont plus longs, bah évidemment, la part de capital annuel est un peu plus faible. Donc, grosso modo, si vous voulez, on a aujourd'hui tous les emprunts anciens, dont une quinzaine d'années, qui tombent et qui arrivent à maturité et qui sont remplacés par des emprunts un peu plus longs, dont le poids en capital est à peu près identique. Il est identique d'une année sur l'autre, mais il sera évidemment plus longuement identique, ce qui veut dire que l'effort sera reporté sur les années du mandat 2033-2039 ou du mandat 2039-2045, je ne sais plus compter après. Alors, ceci se traduit par un phénomène qu'on attendait, qui est un phénomène classique de fin de mandat. C'est un ralentissement de l'investissement, mais quand même, pour terminer l'ensemble des opérations engagées au cours de vos mandats, qui va vraisemblablement atteindre un pic historique à plus de 80 milliards d'euros, et qui sera un pic qui vraisemblablement, comme les montagnes des Pyrénées, une fois qu'on est au sommet, on redescend, eh bien, l'année prochaine verra le début d'une inversion de tendance. C'est classique aussi pour une première année de mandat. Nous nous imaginons que 2026 verra une baisse assez prononcée de l'investissement pour des raisons de calendrier local, pour des raisons de calendrier d'élaboration des nouveaux projets, de finalisation de vos programmes pluriannuels et puis aussi de réflexion à aboutir sur les investissements verts, c'est-à-dire sur en fait les priorités que vous donnerez dans une certaine mesure à la transition écologique. Donc un élément plutôt positif évidemment en termes d'activité locale, un élément évidemment positif en termes de valorisation des territoires, et ceci avec une structure de financement qui reste à peu près la même que les années précédentes. Les trois composantes du financement des investissements, vous les avez sur les trois histogrammes de couleur. Le vert, c'est l'épargne nette. Vous avez vu qu'elle était quasiment stabilisée par rapport à l'année dernière. Elle atteint des niveaux qui sont sensiblement plus faibles qu'au début de mandat, mais qui sont assez proches de ceux qu'on avait rencontrés au milieu, il y a une dizaine d'années, avec la baisse de la DGF. En rose, vous avez les financements extérieurs qui intègrent notamment les financements de l'État. Et c'est vrai que même si les enveloppes, les autorisations de programme dans le budget 2025 n'ont pas du tout été au rendez-vous des espérances, les crédits de paiement, eux, semblent être là, et c'est ce qui explique à peu près la stabilité de cette portion de financement. Et puis, vous avez en violet le recours à l'emprunt, dont vous voyez qui représente, là aussi, à peu près un tiers du mode de financement des investissements, ce qui finalement est là aussi assez classique. Les collectivités locales, aujourd'hui, n'ont pas peur d'emprunter, et elles ont d'autant moins peur d'emprunter qu'elles sont dans une situation qui le leur permet. Rajoutons toutefois un élément qui est tout en haut du graphique. Vous le voyez, c'est le petit écart entre la courbe bleue des investissements et l'empilement des histogrammes. Eh bien, ce petit écart, c'est le reste à financer qui est pris en fait par un prélèvement sur le fonds de roulement, c'est-à-dire un prélèvement sur vos réserves. Et en l'occurrence, principalement, il faut bien le dire, vous allez le voir, sur la trésorerie des communes, et notamment des communes les moins grandes, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, preuve en est sur la dette que vous avez le graphique de l'encours de dette qui est en bleu clair, et vous voyez sa progression un petit peu accélérée au cours des 2 dernières années. La courbe rouge, c'est celle du poids relatif de la dette des collectivités locales par rapport au PIB, poids relatif qui fait l'objet évidemment d'un dialogue assez serré entre l'État et les collectivités locales, puisque si la dette publique, vous le savez, n'a cessé d'augmenter depuis très longtemps maintenant, et en tout cas depuis maintenant le début des années 2000, eh bien, la dette des collectivités locales n'est pas l'essentiel, loin de là, de cette évolution, même si on pourrait peut-être discuter un peu plus de la réalité qu'il y a derrière les apparences. Et puis tout en bas, vous voyez peut-être l'indication de ce qu'on appelle le délai de désendettement ou la capacité théorique de désendettement,
qui est un indicateur de solvabilité, puisque c'est l'encours de dette rapporté divisé par l'épargne brute. L'épargne brute, vous savez, étant en vertu de la règle d'or la ressource nécessaire au remboursement annuel du capital de vos emprunts, vous voyez qu'avec une moyenne à 5 années,2, on est quasiment au niveau d'il y a 12 ans, donc de l'année préélectorale de 2013. Et c'est ce qui nous fait dire, quand on observe les choses, que aujourd'hui, sur la dette locale, il n'y a pas vraiment de sujet. Il y a un sujet sur la dette publique, donc il y a évidemment un sujet de discussion sur le partage des efforts, mais la plupart des collectivités, et on l'a vu en 2025, sont parfaitement capables d'emprunter si elles le veulent. La situation n'est pas tout à fait la même dans toutes les catégories, hein. Les départements, eux, voient leur situation progressive quand même se dégrader, et les régions aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, alors c'est moins sur l'équilibre ou plutôt sur les fluctuations de l'équilibre financier qu'on est inquiet, ou en tout cas qu'on se préoccupe pour les régions, c'est plus sur la tendance lourde qui, comme je l'ai indiqué, résulte tout simplement du fait que la fiscalité des régions n'est absolument pas adaptée aujourd'hui à l'exercice de leurs compétences. Le deuxième graphique, c'est évidemment l'illustration de ce que je viens de dire sur les Pyrénées-Atlantiques, hein. Vous voyez ici l'encours de dette rapporté à l'épargne brute dans chaque commune, c'est-à-dire la capacité théorique de désendettement au début de l'année 2025. Et en violet ou en rouge, vous avez les communes où ce niveau, où cet indicateur est assez, il faut bien le dire, fragile, avec un délai de désendettement supérieur à 11 ans pour les quelques communes qui sont en violet, et puis un délai théoriquement négatif, c'est-à-dire les quelques communes qui ont connu une épargne brute négative en 2024. Ça arrive, hein. Vous savez que l'épargne brute est quand même un élément assez fluctuant pour des tas de raisons, y compris des raisons comptables, mais on voit bien, quand on regarde l'ensemble du département, que la très grande majorité des communes sont en bleu clair, en blanc quasiment, ou en bleu très modérément foncé, avec des délais de désendettement qui restent inférieurs à 8 ans, ce qui nous paraît, à nous, très clairement, situation absolument satisfaisante, et donc permettant d'engager le mandat 2026 sur des bases qui restent des bases solides. Alors, le prélèvement sur la trésorerie, eh bien, j'en ai parlé, vous le voyez, il est continu maintenant depuis 2023. Il a commencé dans les départements et les régions qui sont tout en bas, en vert pour les départements et en orange pour les régions. Et puis, il s'accélère aujourd'hui dans le bloc communal pour les communes, pour les EPCI, pour les syndicats, parce que c'est assez classique, en fait, là aussi, d'observer que dans les premières années du mandat, on constitue des réserves de fonds de roulement et donc des réserves de trésorerie. Vous le voyez, on l'avait vu en 2015-2016, on l'a vu en 2021-2022, et puis en fin de mandat, on l'avait vu en 2013 et 2014, et on le voit depuis 2023, eh bien, on prélève sur la trésorerie pour aller financer des opérations qui arrivent à leur terme en termes de définition, de réalisation, d'achèvement. Et ce qui nous fait penser, là vous voyez quand même les niveaux historiquement, hein, très élevés de la trésorerie, qu'il y a aussi quelque part une capacité à agir dès le 23 mars, en l'occurrence, si on voulait imaginer, même si je sais, ma mémoire est bonne, que en fait, l'élection des maires aura lieu le vendredi qui suit, hein, c'est ça. Donc vous voyez, une situation qui est globalement aujourd'hui moins préoccupante en termes photographiques, sauf, comme je l'ai indiqué, dans les départements et dans les régions, mais qui n'en est pas moins une situation à laquelle il faut faire attention parce que les motifs d'inquiétude, finalement, sont assez nombreux. Alors, je vais parler du contexte politique. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons personne à Bercy. On ne sait donc pas dans quelles conditions le projet de loi de finances sera effectivement validé en Conseil des ministres et présenté à l'Assemblée nationale au premier chef. Vous savez que normalement, les délais, c'est que le Parlement a 70 jours pour se prononcer. 70 jours pour se prononcer, si on fait le calendrier rétroactivement depuis le 31 décembre, ça nous mène quand même à peu près au 20 octobre, c'est-à-dire qu'il reste 3 semaines, quelque part, pour boucler l'objectif.
Sachant que si le projet de loi n'est pas déposé à temps, il y a évidemment des règles constitutionnelles qui résolvent partiellement la situation, mais par exemple, le report des crédits 2025 sur l'année 2026 ne répondrait pas nécessairement aux exigences des uns et des autres, ni à la croissance naturelle d'un certain nombre de dépenses de l'État, ni à l'effort qu'on peut imaginer de faire en faveur des collectivités territoriales. Le seul mérite que ça aurait, ça serait de ne pas leur demander, en revanche, un effort de contribution. Alors, au-delà de cet aspect, ce qu'on peut dire des dotations, vous l'avez vu sur la carte de tout à l'heure, c'est quand même le vrai problème qui est devenu aujourd'hui l'alimentation de la péréquation. Si on revient à la situation de 2022, par exemple, où l'État n'avait pas mis d'argent dans la péréquation communale, eh bien, on avait presque une commune sur deux qui voyait sa DGF baisser. Et donc, est-ce qu'on reviendra à cette situation ? On sait par ailleurs que les règles relatives à la péréquation sont d'une parfaite complexité. C'est pour ça que je ne peux m'empêcher d'adresser par avance tous mes voeux de succès, tous mes encouragements à l'équipe de l'Association des maires et de la cellule d'appui aux maires, parce que quand il va falloir expliquer aux nouveaux élus comment fonctionne la DGF, ça va être une démarche pédagogique tout à fait passionnante. Mais clairement, on sait bien, si vous voulez, que le système est à revoir et que, comme dans toute révision de système, en règle générale en France, on fait des réformes quand il n'y a pas de perdants. Alors, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'argent pour alimenter la réforme, le risque est évidemment d'avoir des perdants qui se feront entendre, c'est classique, beaucoup plus que les gagnants éventuels. Deuxième élément, c'est la question de la fiscalité. J'ai évoqué le cas de la fiscalité départementale avec les droits de mutation. Elle reste localisée, c'est ce qui peut avantager tel ou tel département, et par exemple les Pyrénées-Atlantiques, dans la mesure où il y a encore aujourd'hui un vrai rythme des transactions, notamment sur le littoral. Mais d'un autre côté, vous avez des éléments qui sont beaucoup plus préoccupants. Les fractions de TVA pour vos EPCI, par exemple, qui sont gelées en 2025, qui pourraient être en baisse en 2026 si les mauvaises nouvelles qu'on constate aujourd'hui au niveau national se confirment. Et puis surtout, la fiscalité est de moins en moins décentralisée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quasiment, vos contribuables sont vos propriétaires fonciers dans les communes, c'est une réalité. Ou bien ce sont des consommateurs de services, par exemple le service des transports ou le service des déchets ménagers ou le service de la couverture du risque avec la taxe assurance ou encore des consommateurs de carburant. Mais on ne sait peut-être pas assez, je vais vous le montrer juste après, que 30% de la fiscalité locale aujourd'hui, c'est de la TVA. Or, la TVA, vous la payez dans le magasin où vous allez faire vos courses et dans la boulangerie où vous allez acheter votre pain demain matin, mais vous ne savez absolument pas si la commune où vous achetez votre pain ou la commune où vous faites vos courses bénéficie de la TVA que vous y avez versée, puisque c'est une répartition nationale fondée sur des éléments qui étaient les éléments historiques de, respectivement, 2018 pour les régions en partie, 2020 ou 2023. Et donc, quelque part, le lien entre l'habitant, entre vos habitants, vos citoyens, vos électeurs, les familles qui sont chez vous, et l'obtention de vos ressources tend à se distendre assez fortement. On a aujourd'hui une fiscalité de consommateur. Est-ce que c'est un bon choix? Je laisse chacun en discuter. Troisième élément, je vais y revenir également sur un graphique, c'est le pilotage des charges. J'ai indiqué tout à l'heure qu'on avait quand même aujourd'hui des rythmes de croissance plus élevés que dans les années 2010. La majeure partie des efforts de gestion, sur tout ce qui concerne le pilotage de l'achat public, l'adaptation, par exemple, des relations avec vos satellites, avec vos associations, tous ces efforts ont déjà été en grande partie menés pour aboutir à des efforts, à des résultats supplémentaires. À un moment donné, il va falloir se poser la question, sans doute, à la fois des modes de gestion, mais aussi peut-être des champs d'intervention de l'action publique, et puis peut-être aussi de réformes de fond, comme on va le voir sur la question des retraites. Un patrimoine qui est vieillissant, c'est aussi ce qu'on observe. Vous avez vu tout à l'heure le côté positif de l'augmentation des investissements. La réalité oblige à dire en revanche que le patrimoine existant, lui, vieillit, que les dépenses d'entretien
notamment pour des raisons covidiennes, si je puis dire, n'ont pas nécessairement été au rendez-vous au cours du mandat, et qu'à un moment donné, il va falloir arbitrer entre se préoccuper du patrimoine existant ou s'intéresser éventuellement à la transition écologique, ce qui est peut-être positif, puisque finalement, rénover un bâtiment, c'est aussi avoir l'occasion de le rénover dans des conditions plus favorables à la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on peut essayer finalement de faire d'un mal un bien. C'est moins vrai pour la voirie, c'est clair. Et notamment, c'est moins vrai pour les ouvrages d'art, parce que c'est difficile de transformer un pont en un pont à haute qualité environnementale, même si on peut imaginer que les matériaux soient, par exemple, au rendez-vous. Puis le dernier élément, c'est évidemment le dialogue entre l'État et les collectivités locales. Alors, les premières affirmations du précédent Premier ministre et de l'actuel, avec notamment la lettre qu'il vous a envoyée sur un nouvel acte de la décentralisation, vont à la fois dans le sens d'une recomposition un peu de l'action locale, mais aussi d'un changement dans la nature du dialogue. Mais ça passera, je pense, par une vraie volonté politique transmise au service de l'État, qui évidemment la respecteront à partir du moment où elle est clairement exprimée. Et puis aussi, je pense, et je vous le dis sans phare, par une capacité des associations d'élus au niveau national et aussi au niveau local à s'emparer peut-être davantage des questions techniques et à être davantage dans une logique de proposition. Et là encore, vous avez heureusement des soutiens extrêmement actifs sur ce plan à votre disposition dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, quelques graphiques pour terminer, si vous voulez. Donc, le premier graphique, c'est celui de la répartition de la fiscalité. Vous voyez la première courbe, le premier secteur au nord-est, si je puis dire, de ce graphique, c'est la part de TVA, je vous disais, c'est aujourd'hui un tiers de la fiscalité locale. C'est plus que le foncier bâti, qui lui est précisément à l'opposé, un petit peu à la place des Pyrénées-Atlantiques, si je puis dire, par rapport à la métropole, à la France métropolitaine dans son entier. Et puis, vous avez deux phénomènes complémentaires qui sont à remarquer. C'est que la fiscalité sur laquelle il reste un pouvoir de taux est devenue minoritaire, même si, évidemment, dans les communes et les intercos, ce pouvoir de taux reste effectivement assez actif dans des conditions qui sont finalement quand même très sages, parce que si on regarde l'évolution de la pression fiscale entre 2020 et 2025, elle a été légèrement plus rapide qu'entre 2014 et 2019, mais c'est vrai qu'en 2014 et 2019, on pouvait aussi manier la taxe d'habitation. Ici, désormais, il ne reste plus quasiment que le foncier bâti, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires aussi, mais elle pèse quand même beaucoup moins. Et en fait, si on a un effet d'optique, peut-être le verrez-vous en lisant notre note de conjoncture, en 2022, c'est évidemment à cause de la ville de Paris, en 2023, à cause de la ville de Paris qui, elle, a augmenté son taux de 50%. Il faut reconnaître à sa décharge qu'elle ne l'avait pas augmenté depuis très longtemps. Donc, premier élément de réflexion, comment reconstruire une fiscalité mieux localisée et finalement plus en rapport avec le principe de libre administration et la capacité des élus locaux à déterminer le niveau de leur pression fiscale. Deuxième graphique, c'est évidemment la douloureuse des 4 années que nous avons commencé à connaître en 2025. Ce sont les 4 marges d'escalier que vous avez sur la droite sur le taux de la CNRACL, d'après nos estimations, pour un montant qui atteindra donc 5 milliards d'euros en cumul à la fin de la période, donc en 2028. 5 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de l'ordre de 6% en fait de la masse salariale. Donc vous voyez, c'est bien plus en fait que les deux revalorisations du point d'indice qui ont été décidées en 2022 et 2023. Et ça n'est même pas de nature, si vous voulez, à rassurer les acteurs sur l'aboutissement de la démarche, parce que la tendance reste la même, de moins en moins d'agents titulaires, ou en tout cas pas davantage, et de plus en plus d'agents en retraite. Donc, un équilibre démographique qui a été profondément bouleversé. Et puis, une deuxième tendance qu'on observe pour des tas de raisons, qui est le recours accru aux contractuels. Or, aujourd'hui, les contractuels ne cotisent pas à la CNRACL, d'où la nécessité sans doute de repenser complètement le système.
Puis le troisième élément, alors là qui s'adresse peut-être moins à vous qu'à nos interlocuteurs de l'État quand nous les voyons, en fait, c'est la comparaison des deux cycles d'investissement du mandat 2014-2019 et du mandat 2020-2025. Vous voyez une progression continue sur le mandat actuel, une progression en fin de course, mais avec une baisse au cours du mandat précédent. Et les courbes qui, elles, sont calculées en euros constants pour neutraliser en quelque sorte les effets prix qu'on a rencontrés assez fortement au cours des dernières années dans le bâtiment et les travaux publics. Ce que vous voyez, c'est que dans toutes les catégories de collectivités du bloc communal, entre 2020 et 2025, ça a augmenté de façon continue, alors que dans le mandat précédent, ça avait très fortement baissé dans les communes, c'est la courbe bleue, et je vous rappelle que c'est la période où on a baissé la DGF. Ce qui nous permet de dire très simplement, si l'État veut éviter une catastrophe sur l'investissement public, ce qu'il ne faut surtout pas qu'il fasse, c'est de reconduire une baisse de la DGF. Et nous allons même plus loin en expliquant à nos interlocuteurs à Bercy et au ministère de l'Intérieur qu'au contraire, il faut privilégier l'autofinancement des communes et donc renforcer la DGF, fût-ce au détriment des dotations d'investissement si c'était la solution à trouver. Voilà un petit peu, si vous voulez, j'espère ne pas avoir abusé de votre temps, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les tendances 2025. Quelques éléments 2026 qui nous inquiètent, évidemment, c'est ceux qui ont été présentés en juillet. La reconduction et même le doublement peut-être du DILICO, ce qui poserait pas mal de difficultés techniques d'abord, puisque dans les EPCI en particulier, la règle de plafonnement a profité d'un certain point de vue à 3 EPCI sur 4. Ce qui veut dire évidemment qu'elle a été très pénalisante pour le quatrième, qui s'est retrouvé à payer beaucoup plus qu'il n'aurait dû. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, on a effectivement, évidemment, des communes qui ont été mises assez fortement à contribution. Le deuxième élément d'inquiétude, vous l'avez peut-être entendu, c'était l'hypothèse d'une révision de la croissance, de la compensation sur les locaux industriels. Révision qui pourrait aller très loin parce que depuis qu'elle a été mise en place, elle a augmenté d'1,2 milliard. Il est clair que s'il faut aller chercher 1,2 milliard, la première tentation peut-être de dire revenons au niveau de départ et faisons comme avec d'autres dotations qu'on fige, c'est-à-dire que l'État reviendrait en quelque sorte sur sa parole qui était de suivre la dynamique. Ça fait quand même beaucoup d'interrogations. On sait que le monsieur Lecornu a considérer que le mode de raisonnement en tendance qui avait été retenu dans la première phase de la préparation du PLF n'est pas celui qu'il privilégie. Est-ce que ça veut dire que l'effort demandé globalement aux finances publiques sera, comme on l'avait anticipé, de 44 milliards ou sera plus faible? Nous verrons bien. Est-ce que l'effort demandé aux collectivités locales de 5 milliards 300 millions sera plus faible? Nous verrons bien. Ce qui est certain à nos yeux, c'est qu'en revanche, comme l'investissement va de toute façon baisser, il y aura forcément une amélioration du besoin de financement de la France entière et que peut-être il faudrait d'abord tenir compte de ce phénomène avant de demander quoi que ce soit d'autre. Mais ça, c'est évidemment un avis qui est tout à fait personnel. Voilà.